Elle se tenait devant l'autel, quand le fiancé l'a abandonnée et s'est enfui. Mais 1 minute plus tard, le sol a tremblé sous le rugissement de centaines de moteurs, et la cérémonie a été déchirée par un motard qui avait disparu 8 ans plus tôt. Ce qu'il a révélé a bouleversé sa vie. Abonnez-vous et dites dans les commentaires d'où vous regardez. Dès l'aube, Clara Whitmore comprit que quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas d'où venait cette impression, ni pourquoi un poids invisible semblait se poser sur sa poitrine au moment même où elle avait ouvert les yeux. Mais elle le sentit avec une clarté presque douloureuse. C'était son jour de mariage, un jour que l'on décrit d'ordinaire comme lumineux, serein, marquant le début d'une vie nouvelle. Pourtant, au lieu d'une excitation heureuse, c'était un frisson d'inquiétude qui parcourait son corps, alors qu'elle observait la lumière du matin glisser à travers les rideaux blancs de sa chambre. Tout autour d'elle, l'hôtel bourdonnait d'activité. Les demoiselles d'honneur circulaient dans le couloir, des éclats de rire s'échappaient par moments, et on entendait même les pas précipités d'un maquilleur en retard. Mais rien de tout cela n'arrivait à dissiper le malaise qui s'était accroché à Clara dès son réveil, comme un souffle froid derrière la nuque. Elle se força à sourire, à se répéter que ce n'était que le stress. C'était ce que tout le monde disait. Les mariés paniquent toujours avant la cérémonie. Elle essaya donc de se convaincre qu'elle n'était pas différente. Elle s'assit devant le miroir, observant son reflet dans la lumière diaphane. Son visage semblait plus pâle que d'habitude, mais ses yeux brillaient d'une intensité étrange, comme si une partie d'elle essayait de la prévenir d'un danger imminent. Elle repoussa cette idée. Non, aujourd'hui devait être un jour parfait. Son père avait répété à plusieurs reprises que cette union était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Sa mère avait parlé de stabilité, de respectabilité. Tout semblait déjà tracé. Une maison avec un jardin impeccable, des dîners élégants, une carrière discrète mais convenable, aux côtés d'un mari brillant, issu d'une famille bien en vue. Clara avait grandi dans ce cadre rigide où chacun devait jouer un rôle précis, et son rôle à elle avait toujours été celui de la fille parfaite. Elle remit en place une mèche de cheveux, inspira profondément, puis, accompagnée de ses demoiselles d'honneur, se rendit à la limousine qui attendait devant l'hôtel. En approchant de la vieille église Saint-Élias, elle sentit à nouveau ce frisson étrange, mais tenta de le noyer dans un sourire de façade. L'église était magistrale. Des vitraux anciens diffusaient une lumière colorée, le parfum des fleurs blanches emplissait l'air, et les murmures des invités créaient un mélange de solennité et d'impatience. Clara inspira profondément, ajusta son bouquet de roses crème et s'avança vers les grandes portes de bois sculptées. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus impressionnante. Les bancs en bois sombre étaient remplis de visages familiers, tous tournés vers elle. Elle sentit des dizaines de regards peser sur ses moindres gestes. C'était son moment, pensait-on. Sa famille avait travaillé si dur pour cette cérémonie. Tout devait être parfait. Pourtant, alors que l'organiste posait ses doigts sur les touches du vieil instrument, une note fausse éclata soudain, dissonante et brutale, traversant l'air comme un cri étouffé. Clara sursauta légèrement. L'organiste rougit et reprit son jeu, mais pour Clara, c'était comme une blessure dans la toile impeccable de cette journée. Elle sentit son cœur battre plus vite. Elle marcha lentement vers l'autel, essayant de se convaincre que c'était un détail insignifiant. Mais chaque pas semblait résonner étrangement, comme si l'église elle-même retenait son souffle. Thomas Hawthorne, son futur mari, l'attendait près du prêtre, vêtu d'un costume gris parfaitement taillé, les mains jointes devant lui. Clara avait toujours su qu'il était un homme organisé, réfléchi, sérieux. C'était précisément ce que ses parents voulaient pour elle. Un homme fiable, sans éclat, sans surprise. En s'avançant vers lui, elle sentit quelque chose d'anormal. Il respirait vite, trop vite. Son regard semblait fuyant, perdu, comme s'il cherchait une sortie. Lorsqu'elle arriva enfin à ses côtés, il prit sa main, mais sa paume était moite et ses doigts tremblaient. Clara essaya de le rassurer d'un sourire, mais il ne la regarda même pas. Le prêtre commença son discours, et chaque mot résonnait étrangement dans cette église si silencieuse que l'on aurait cru entendre le battement des ailes d'un insecte. Thomas déglutissait sans cesse. Il serrait la main de Clara si fort que cela devenait douloureux. Elle sentit progressivement son propre souffle se bloquer dans sa gorge.
Quelque chose n'allait pas. Ce n'était plus du stress. C'était une peur brute, presque animale, qui traversait l'homme censé partager sa vie. Et soudain, au moment précis où le prêtre prononça les mots qui invitaient les deux jeunes gens à s'engager l'un envers l'autre, Thomas fit un mouvement brusque. Il lâcha la main de Clara comme si elle l'avait brûlée. Il recula d'un pas, puis d'un deuxième. Clara eut à peine le temps de froncer les sourcils que déjà il se retournait et s'élançait en direction des grandes portes. Un cri étouffé s'éleva dans l'assemblée. Les invités se levèrent, surpris, incrédules. On aurait dit un film mal monté, une mariée figée devant l'autel et un fiancé en fuite, fendant la nef comme un homme poursuivi par un fantôme. Les portes claquèrent violemment derrière lui, et le silence qui s'ensuivit fut si dense qu'il sembla avaler tout l'air de la pièce. Clara resta immobile, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Les murmures commencèrent alors, d'abord timides, puis de plus en plus audibles, mêlés de perplexité, de pitié, bientôt de curiosité malsaine. Une main se posa sur son épaule, puis une autre. Quelqu'un lui demanda si elle allait bien. Une vieille tante pleurait déjà dans son mouchoir. Mais Clara n'entendait rien. C'était comme si elle regardait la scène de très loin, à travers une vitre. Ses doigts lâchèrent tôt son bouquet, qui tomba sur le sol de pierre dans un bruissement sec. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Puis un bruit étrange commença à envahir l'église. Un grondement sourd, presque imperceptible au début, comme un tremblement de terre lointain. Certains invités se turent, levant la tête. Le grondement s'intensifia. Un bourdonnement métallique, pulsant, régulier. Les bancs vibrèrent légèrement. Les vitraux frémirent. Clara sentit le sol sous ses pieds trembler, d'abord à peine, puis plus distinctement. Des exclamations de frayeur éclatèrent. Une femme cria que quelque chose se passait dehors. Les invités commencèrent à se précipiter vers les portes, poussés par une curiosité mêlée de panique. Clara suivit le mouvement sans vraiment réfléchir. Lorsqu'elle franchit enfin les portes de l'église, elle fut aveuglée par le soleil avant d'être frappée par une vision qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves les plus extravagants. Devant l'église, alignée sur toute la longueur de la route, se trouvaient des centaines de motos étincelantes. Elles formaient une colonne impressionnante, massive, presque irréelle, comme une armée silencieuse attendant un signal. Le grondement venait d'elle, vibrant dans l'air chaud du midi. Clara écarquilla les yeux. Elle avait l'impression d'être transportée dans un autre monde, dans une scène qui n'avait rien à voir avec son existence bien rangée. Les moteurs tournèrent encore quelques secondes, puis, comme par un ordre invisible, tous s'arrêtèrent en même temps, laissant place à un silence frappant. Un silence plus lourd encore que celui de l'église un instant plus tôt. Un homme se trouvait à la tête de cette colonne. Il retira lentement son casque. Ses cheveux bruns, légèrement plus longs qu'autrefois, retombèrent sur son front, et lorsqu'il leva enfin la tête, Clara sentit son cœur cesser de battre pendant une fraction de seconde. C'était impossible. Et pourtant, c'était Ryder Callahan, le garçon avec lequel elle avait grandi, le jeune homme qu'elle avait aimé avant même de comprendre ce que signifiait aimer. Celui dont la disparition soudaine, 8 ans plus tôt, l'avait brisée d'une manière qu'elle n'avait jamais avouée à personne. Il se tenait là, debout, le visage plus dur, marqué par un léger cicatrice au-dessus du sourcil droit, ses yeux gris aussi intenses que dans ses souvenirs. Mais ce qui frappa Clara le plus fut l'expression qu'il portait. Un mélange de détermination, de tristesse et d'une tendresse qu'il semblait lutter pour dissimuler. Elle voulut parler, mais sa voix mourut dans sa gorge. Ryder s'avança d'un pas. Il ne sourit pas. Il ne leva pas les bras vers elle. Il la regarda simplement, comme si ce regard suffisait à dire tout ce qu'il n'avait pas pu lui dire en 8 ans d'absence. Autour d'eux, les murmures des invités reprirent, effarés. Qui était cet homme? Pourquoi une armée de motards était-elle venue jusqu'à cette église? Et surtout, pourquoi regardait-il la mariée comme si elle était la seule personne au monde qui comptait? Clara sentit le monde basculer autour d'elle. Tout ce qu'elle croyait connaître venait de se fissurer en un instant. Elle resta debout, figée, regardant Ryder comme si elle voyait un fantôme revenu réclamer quelque chose qu'elle n'était pas certaine de pouvoir lui donner. Mais avant même qu'elle puisse formuler une pensée claire, elle comprit une chose essentielle. Rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant.
Le silence lourd qui suivit l'apparition de Ryder semblait encore vibrer dans l'air lorsque Clara, hébétée, fut doucement ramenée à l'intérieur de la voiture que ses parents avaient fait venir en urgence. Elle n'avait pas protesté. Elle n'avait pas prononcé un mot. Elle se laissa porter par le mouvement général, presque comme une enfant que l'on conduit sans qu'elle comprenne où ni pourquoi. Sa robe immaculée, si soigneusement choisie, traînait sur le sol de l'église lorsqu'on l'avait tirée vers la sortie. Tout autour d'elle, elle ne percevait plus qu'un brouillard de voix, de jugements, de visages agrandis par la stupeur. Elle ne sentait que le martèlement sourd de son cœur, encore secoué par ce qu'elle venait de vivre. La fuite de Thomas, le grondement des moteurs. Ryder, revenu du passé comme un ouragan, brisant en une seconde la façade parfaite de sa vie. À peine la voiture eut-elle quitté le parvis que son téléphone commença à vibrer sans arrêt. Elle ne le regarda pas. Elle resta immobile, les mains sur ses genoux, la tête légèrement inclinée vers le bas. Son père, assis à côté d'elle, fulminait déjà, incapable de contenir son humiliation. Sa mère, elle, semblait au bord des larmes, mais pas des siennes. Non, elle pleurait pour la réputation de la famille, pour le scandale, pour la honte publique que cette journée était devenue. Clara les entendait parler, s'agiter, mais leurs mots lui paraissaient venir de très loin. Elle regardait ses mains, encore tremblantes, et dans ses pensées, l'image de Ryder se répétait en boucle. Le bruit des motos, ce silence solennel lorsqu'ils avaient tous coupé leur moteur, son regard, ce regard qu'elle aurait reconnu même après 100 ans. La voiture quitta finalement la ville pour s'engager sur la route menant à la maison de campagne familiale. Les champs défilaient à travers la vitre, une succession monotone de paysages verts et dorés. Le calme extérieur contrastait violemment avec le tumulte intérieur de Clara. Elle sentait que ce qu'elle avait construit pendant des années, ou plutôt ce qu'on avait construit à sa place, venait de s'effondrer comme un château de cartes. Tout le trajet fut silencieux pour elle, mais bruyant pour les autres. Les appels téléphoniques de ses parents, les messages qu'ils recevaient, les demandes de journalistes, les réactions des proches, tout cela faisait l'effet d'une tempête de voix, d'accusations, de panique sociale. À plusieurs reprises, elle entendit son père répéter avec agacement que tout cela passerait, que la presse allait se lasser, que l'essentiel était de protéger la famille. À aucun moment il ne mentionna les sentiments de Clara, ni sa douleur, ni la violence qu'elle venait de subir. Pour eux, elle n'était qu'un élément dans une structure fragile appelée réputation. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans la vieille maison de campagne, un silence oppressant retomba sur tout le monde. La bâtisse, qui autrefois avait été pour Clara un refuge pendant l'enfance, semblait désormais froide et étrangère. Les volets étaient tirés, la lumière du jour filtrait difficilement entre les persiennes, et la poussière accumulée révélait que la maison n'avait pas été habitée depuis longtemps. Ses parents l'y laissèrent presque sans un mot, leur priorité étant d'appeler des amis influents, des relations de travail, n'importe qui susceptible de stopper la propagation du scandale. Clara monta à l'étage, cherchant à s'isoler. Dans sa chambre d'enfant, elle s'assit sur le lit en bois où étaient encore posés ses vieux livres, des souvenirs d'une époque où elle rêvait encore d'une vie différente, d'aventure, de paysages lointains, de liberté. Elle avait oublié tout cela le jour où elle avait décidé de devenir ce que sa famille attendait d'elle. Les larmes vinrent enfin. Elles coulèrent d'eau sans bruit, silencieuses et chaudes, ruisselant sur ses joues, comme un trop-plein qu'elle n'avait jamais permis de s'exprimer. Elle pleura pour la honte, pour Thomas, pour Ryder, pour elle-même, pour les années perdues à jouer un rôle qui n'avait jamais été le sien. Elle resta longtemps ainsi, assise dans cette chambre devenue trop petite pour elle. Elle finit par s'allonger, les yeux fixant le plafond, essayant de donner un sens à ce qui lui arrivait. Mais chaque tentative se brisait contre la montagne de confusion qui encombrait son esprit. Ce n'est que tard dans l'après-midi qu'un bruit de moteur la tira de sa torpeur. Elle crut d'abord rêver. Le son était lointain, mais elle le reconnut aussitôt. Le ronronnement grave d'une moto. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. En bas, sur le chemin poussiéreux menant à la maison, une silhouette familière se dessina. Ryder était là. Il n'y avait pas de colonne derrière lui, pas de centaines de motos, pas de bruit tonitruant. Juste lui, seul, comme une ombre du passé venue frapper à sa porte. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle descendit lentement les escaliers,
incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle savait que si ses parents découvraient sa présence, ils exploseraient de colère. Mais en même temps, elle ne pouvait pas ignorer celui qui, d'une manière inexplicable, venait de bouleverser sa vie une seconde fois. Lorsqu'elle ouvrit enfin la porte, un souffle de vent apporta l'odeur du cuir et de l'essence. Ryder était appuyé contre sa moto, les bras croisés, le regard plongé droit dans le sien. Il semblait fatigué, comme si les années avaient laissé sur lui un poids visible, mais il dégageait toujours cette force tranquille qu'il avait tant attirée autrefois. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment. Ce silence-là n'était pas lourd, pas menaçant. Il était chargé de souvenirs, de questions sans réponse, de douleurs anciennes. Finalement, ce fut Ryder qui rompit le silence. « Je devais te parler », dit-il simplement, d'une voix rauque. Clara sentit ses lèvres trembler, mais elle ne répondit pas. Elle lui fit signe d'entrer. Ils s'installèrent dans le salon, un endroit rempli de meubles anciens, témoin silencieux de générations passées. Ryder resta debout, refusant d'occuper le canapé, comme s'il n'osait pas prendre trop de place dans cette maison qui n'était pas la sienne. Il raconta alors ce qu'elle n'avait jamais su, ce qu'il avait rongé pendant 8 longues années. Son frère, cette maladie rare, les hôpitaux, les trajets interminables, les espoirs brisés, les dernières semaines où il n'avait plus eu la force de sourire. Clara l'écoutait sans cligner des yeux, le cœur serré. Chaque mot qu'il prononçait remplissait les vides qu'elle avait longtemps tenté d'expliquer seule. Oui, elle avait souffert de son départ. Oui, elle lui en avait voulu. Mais jamais elle n'aurait imaginé l'ampleur de ce qu'il avait traversé. Ryder lui expliqua qu'il n'avait pas voulu l'entraîner dans cette spirale de douleur et d'impuissance, qu'il avait préféré disparaître plutôt que de devenir le poids qui l'empêcherait de poursuivre la vie que ses parents avaient tracée pour elle. Il n'avait pas voulu la briser. Il avait voulu la protéger, maladroitement, stupidement peut-être, mais sincèrement. Clara sentit ses yeux se remplir à nouveau. Il y avait tant de choses qu'elle voulait lui dire, mais les mots refusaient de venir. Tout ce qu'elle réussit à murmurer fut un simple « J'aurais voulu savoir ». Ryder baissa la tête, comme si cette phrase était plus lourde que tout le reste. Mais le récit n'était pas terminé. Il lui avoua qu'il avait découvert la duplicité de Thomas par hasard, dans un bar où des collègues du fiancé parlaient trop fort, trop librement. Il avait hésité à intervenir, mais lorsqu'il avait compris que l'homme qu'elle épousait la trompait depuis des mois, il n'avait pas pu rester silencieux. Clara sentit une nouvelle vague de nausée. Tout ce qu'elle avait vécu n'était donc pas seulement une fuite soudaine, c'était la conséquence d'un mensonge répété, d'une trahison profonde qui lui avait été cachée. Son monde entier sembla vaciller. Elle pensa à sa famille, à tout ce qu'ils avaient investi dans ce mariage, à la façon dont ils l'avaient poussée dans cette direction sans jamais lui demander ce qu'elle voulait vraiment. Elle comprit que la chute qu'elle vivait n'était que le début d'un effondrement plus vaste, celui de toutes les illusions qu'elle avait entretenues pendant des années. La soirée tomba lentement, enveloppant la maison d'une obscurité douce. Ryder finit par se tourner vers elle, comme hésitant à prononcer les mots suivants. « Je pars pour un long voyage dans 3 semaines, dit-il. Juste moi, la route et le temps. Je te propose seulement une chose, une seule nuit, une seule balade. Pas pour fuir, pas pour revenir en arrière, juste pour respirer un peu. » Clara resta silencieuse. Son cœur battait à tout rompre. Une nuit, une seule. Une parenthèse dans cette vie qui s'effritait autour d'elle. Mais elle savait déjà que si elle franchissait cette limite, il n'y aurait plus de retour possible. Lorsqu'elle remonta dans sa chambre, les paroles de Ryder tournaient encore dans son esprit. Elle pensa à son père, à sa mère, à leurs critiques, à leurs exigences, à cette vie qu'elle avait acceptée sans jamais la choisir vraiment. Elle pensa à Thomas, à ses mensonges, et elle pensa à elle-même, à la femme qu'elle aurait pu devenir si elle avait eu le courage d'écouter ses propres rêves. Pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda « Et si la chute de cette fausse vie n'était pas une tragédie, mais le début de quelque chose d'autre ?» Lorsqu'elle ferma les yeux cette nuit-là, une décision commençait déjà à naître dans son cœur, fragile encore, mais bien réelle. Une décision qui allait changer tout le reste. Les jours qui suivirent furent enveloppés d'un silence étrange, un silence presque feutré, comme si le monde autour de Clara retenait son souffle en attendant de savoir ce qu'elle ferait. La maison de campagne,
isolé du tumulte de la ville, semblait flotter hors du temps. Pourtant, à l'intérieur, une tempête silencieuse se déployait, secouant Clara de l'intérieur, la forçant à revisiter chaque souvenir, chaque choix, chaque renoncement qu'elle avait fait pour satisfaire les exigences de sa famille. Les journaux continuaient de publier des articles incendiaires. Les réseaux sociaux s'enflammaient de commentaires, de moqueries, de théories absurdes. Une vidéo de Ryder stoppant la cérémonie était devenue virale, et des milliers de personnes débattaient de la vie de Clara sans jamais l'avoir rencontrée. La violence de cette exposition l'aurait autrefois terrassée. Mais étrangement, depuis la visite de Ryder, cette avalanche de honte médiatique lui paraissait soudain lointaine, presque insignifiante en comparaison de la révélation intime qu'elle vivait. Elle n'avait jamais vraiment pris les rênes de sa propre existence. Chaque matin, elle se réveillait avec une sensation douloureuse d'étouffement, comme si les murs de la maison s'étaient rapprochés un peu plus pendant la nuit. Ses parents, eux, semblaient vivre dans un état d'agitation perpétuelle. Ils parlaient des conséquences, des dégâts, de l'image de la famille, comme si le mariage raté n'avait été qu'un incident de relations publiques à corriger. Ils l'évitèrent presque, ne lui adressant la parole que pour lui rappeler ce qu'elle devait faire, comment se tenir, comment se protéger de la honte. Mais jamais ils ne lui demandaient ce qu'elle ressentait. Jamais ils ne mentionnaient sa souffrance, ni le choc de la trahison de Thomas, ni la présence inattendue de Ryder, qui avait rouvert des blessures anciennes, tout en éclairant une partie d'elle qu'elle croyait morte depuis longtemps. Le soir du 3e jour, Clara quitta brusquement la table du dîner, incapable de supporter plus longtemps les lamentations de ses parents au sujet de leur réputation. Elle monta jusqu'à sa chambre, s'assit sur le lit et regarda longtemps la fenêtre ouverte sur la nuit fraîche. La lune baignait le jardin d'une lumière argentée et le vent faisait onduler les feuilles des arbres dans un murmure apaisant. C'était la même fenêtre devant laquelle elle s'asseyait enfant pour rêver d'un avenir où elle choisirait son propre chemin. Un avenir où elle suivrait ses élans plutôt que les directives imposées. Elle réalisa alors que depuis 8 ans, elle n'avait cessé d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on accepterait, qu'on applaudirait. Mais ce soir-là, elle sentit un refus grandir en elle, un refus profond, viscéral, de continuer ainsi. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle savait qu'elle ne voulait plus vivre sous le poids de ses attentes écrasantes. C'est ce soir-là qu'elle reçut un message. Il n'y avait que 3 mots. 3 mots simples, mais lourds de sens. « Je pars demain ». Elle fixa longtemps l'écran de son téléphone, le cœur battant. Puis arriva le second message. « Une seule nuit, si tu veux ». Elle se leva brusquement, comme mue par une force instinctive. Elle ouvrit le placard dans lequel ses vêtements soigneusement repassés étaient rangés, comme des uniformes destinés à jouer un rôle auquel elle ne croyait plus. Elle attrapa un pantalon, une veste, des chaussures qu'elle n'avait pas portées depuis des années. Elle regarda son reflet dans le miroir. Ses cheveux, encore tirés en un chignon serré pour correspondre aux attentes de sa mère, semblaient trop rigides, trop sages. Sans réfléchir, elle les libéra. Sa chevelure tomba sur ses épaules et elle eut l'impression de respirer pour la première fois depuis longtemps. Elle descendit les escaliers sans faire de bruit, traversa le salon sans allumer la lumière et sortit dans le jardin. L'air frais de la nuit la frappa, vivifiant, presque brûlant de liberté. Elle marcha jusqu'à la grille d'entrée, puis s'arrêta. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il résonnait dans tout son corps. Une seconde, elle hésita. Était-elle vraiment en train de faire cela? Était-elle prête à affronter la colère de ses parents, les commentaires cruels du public, la possibilité d'un avenir entièrement incertain? Puis elle inspira profondément et franchit la grille. Ryder l'attendait à la lisière du chemin, appuyé contre sa moto, une silhouette sombre découpée dans la lumière de la lune. Il ne dit rien lorsqu'elle approcha. Il la regarda seulement, avec cette intensité qui avait toujours eu le don de la désarmer. Elle sentit son cœur se serrer, non pas de douleur cette fois, mais de quelque chose de plus profond, une réminiscence de ce qu'elle avait vécu jadis, lorsque l'avenir semblait une promesse infinie. Sans un mot, il lui tendit un casque. Clara le prit, le poids solide entre ses mains, faisant vibrer en elle une sensation étrange de certitude. Elle monta derrière lui, sentit la chaleur de son dos sous ses doigts, et lorsque la moto démarra, elle ferma les yeux. Le vent la frappa dès qu'ils prirent de la vitesse.
Elle sentit la route défiler sous eux, sentit la tension accumulée se dissoudre peu à peu dans l'air nocturne. Pendant des kilomètres, elle ne pensa plus à rien, ni à Thomas, ni à ses parents, ni au jugement du monde entier. Elle n'était plus qu'un souffle, un battement de cœur, une sensation de vitesse et de délivrance. Finalement, Ryder ralentit et s'arrêta au sommet d'une colline surplombant la ville. Ils descendirent de la moto. Le silence autour d'eux était total, seulement troublé par le bruissement des herbes sous la brise. La vue était spectaculaire, la ville scintillait au loin, et le ciel, d'un noir profond, était parsemé d'étoiles à faire pâlir les constellations des livres d'enfance de Clara. Elle sentit ses jambes trembler légèrement lorsqu'elle s'éloigna de la moto. Ryder resta en retrait, la laissant avancer seule. Clara leva les yeux vers le ciel. Elle respira profondément, puis les mots sortirent d'eux-mêmes. Elle parla longtemps. Elle parla de sa vie, de ses regrets, de sa solitude, de cette existence qu'elle n'avait jamais vraiment choisie. Elle parla de ses parents, de leur emprise sur elle, de leur incapacité à la voir autrement qu'à travers le prisme de la perfection. Elle parla de Thomas, de la douleur, de l'humiliation, de la trahison. Et enfin, elle parla de lui, de Ryder, de ce vide qu'il avait laissé en disparaissant, de cette partie d'elle qui avait été enterrée avec son départ. Lorsqu'elle se tut, elle se sentit vidée, presque légère, comme si elle avait déversé des années de silence dans l'immensité de la nuit. Ryder s'approcha lentement. Il posa une main sur son épaule. « Je suis désolé, murmura-t-il. » Ces mots simples, prononcés d'une voix brisée, eurent-ils plus d'impact que n'importe quelle explication. Il lui dit qu'il n'avait jamais voulu l'abandonner, qu'il pensait sincèrement qu'elle méritait mieux qu'une vie à ses côtés dans un monde qui s'effritait autour de lui. Il admit avoir regretté son départ chaque jour, mais il précisa qu'il ne lui demandait rien maintenant, qu'il ne voulait pas qu'elle change sa vie pour lui. Ce qu'il lui proposait n'était ni une promesse ni un engagement. C'était une possibilité, une route à prendre si elle en ressentait le besoin, une liberté qu'elle seule pouvait choisir. Ils restèrent longtemps côte à côte, regardant la ville au loin. Lorsque Ryder redémarra la moto, Clara comprit que quelque chose venait de basculer en elle. Pas brusquement, pas violemment, mais profondément. Lorsqu'elle rentra chez elle, juste avant l'aube, elle ne se cacha pas. Elle marcha droit jusqu'à sa chambre, son cœur vibrant encore de la nuit passée. Pendant les 3 semaines qui suivirent, elle prit une décision chaque jour, une décision minuscule, mais qui construisait peu à peu un chemin nouveau. Elle appela son travail et démissionna. Elle chercha des locataires potentiels pour la maison. Elle fit une liste des objets qu'elle voulait emporter et se débarrassa de tout ce qui appartenait à une version d'elle-même qui ne lui ressemblait plus. Elle cessa d'essayer de plaire à ses parents et ignora leurs remarques, leurs reproches, leurs menaces. Elle devint plus calme, plus assurée. Elle retrouvait un peu de l'adolescente qu'elle avait été, celle qui rêvait de liberté, mais elle était désormais plus forte, plus lucide. À mesure que le jour du départ approchait, elle sentit la peur glisser derrière elle, remplacée par une excitation nouvelle, presque enfantine. Elle n'avait aucune garantie que ce voyage lui apporterait ce qu'elle cherchait. Mais pour la première fois, elle n'avait pas besoin de certitude. La veille du départ, elle fit sa valise et s'assit devant la fenêtre une dernière fois. Elle savait qu'elle avait pris sa décision, non pas pour Ryder, non pas pour fuir, mais pour elle-même, pour la vie qu'elle voulait enfin vivre. Lorsque le matin se leva, elle était prête. Le matin de son départ, Clara se réveilla avant même que la lumière n'ait commencé à filtrer à travers les rideaux. Elle resta immobile quelques instants, écoutant le silence de la maison, un silence presque solennel, comme si ce lieu qu'il avait vu grandir et s'effacer à la fois comprenait qu'elle s'apprêtait à tracer une ligne nette entre son passé et ce qui viendrait après. Un souffle de vent fit grincer un volet, et elle sentit une étrange paix s'installer en elle. Une paix nouvelle, différente, presque irréelle après les semaines tumultueuses qu'elle venait de vivre. Elle se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Le ciel était encore pâle, teinté d'un bleu-gris qui annonçait l'aube. Les arbres du jardin se balançaient doucement, et une fine brume s'élevait du sol comme un voile hésitant. Pour la première fois, cette maison ne lui inspira pas la sensation d'être emprisonnée. Elle la regarda comme un endroit qu'elle pouvait désormais quitter sans regret, un endroit qui appartenait à une vie dont elle s'était détachée pièce par pièce, jour après jour. Elle s'habilla en silence,
rangea les dernières affaires dans sa valise, puis passa ses doigts une dernière fois sur les objets qui avaient jadis eu tant d'importance. Un livre d'adolescente, un cadre photo, un collier offert par sa mère pour ses 17 ans. Aucun de ces souvenirs ne lui faisait mal. Ils semblaient plutôt flotter autour d'elle comme des fragments d'un autre temps, doux mais lointain. En descendant l'escalier, elle entendit des voix dans la cuisine. Ses parents étaient debout, comme toujours, déjà plongés dans une conversation tendue, leurs mots remplis d'inquiétude et d'amertume à propos du scandale encore vif dans les journaux. Clara fit quelques pas, mais s'arrêta avant de franchir le seuil. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de leur annoncer son départ, pas besoin d'argumenter ni de demander la permission. Elle savait déjà ce qu'ils diraient, des reproches, des cris peut-être, des menaces voilées, un ultimatum répété 1000 fois. Rien de cela ne comptait plus. Alors, sans bruit, elle attrapa sa veste, ouvrit doucement la porte d'entrée et sortit dans le frais du petit matin. L'air lui sembla presque pur, comme s'il avait attendu qu'elle franchisse le pas pour se renouveler autour d'elle. Quand elle arriva au centre-ville, l'aube avait déjà commencé à embraser les toits. Les rues étaient encore vides, mais une agitation latente s'y ressentait, comme si quelque chose d'insolite s'y préparait. Et en effet, lorsqu'elle tourna au coin de la place principale, elle s'arrêta net, saisie par la scène qui s'offrait à elle. Devant l'hôtel de ville, une cinquantaine de motos formaient un demi-cercle parfait. Leurs carrosseries brillantes reflétaient les premiers rayons du soleil, et un groupe de motards, vêtus de cuir, discutaient tranquillement, certains appuyés contre leurs machines, d'autres riant ou ajustant leurs gants. L'ambiance n'était pas bruyante ni intimidante. Au contraire, une étrange sérénité régnait, comme si chacun de ces hommes et de ces femmes comprenait le caractère particulier de cette matinée. Au centre du cercle, Ryder l'attendait, assis sur sa moto, une jambe posée au sol pour maintenir l'équilibre. Lorsqu'il la vit approcher, il se redressa légèrement et ôta son casque, révélant ses cheveux encore humides de rosée. Son regard croisa celui de Clara et sembla la traverser, cherchant à s'assurer qu'elle n'hésitait pas, qu'elle venait de son plein gré. Elle avança d'un pas sûr sans trembler, et plus elle s'approchait, plus elle sentait la présence de la ville derrière elle s'évanouir, comme si elle s'effaçait de son passé à mesure qu'elle se rapprochait de Ryder. Les motards s'écartèrent légèrement pour la laisser passer, certains lui offrant un sourire respectueux, d'autres un simple signe de tête. Elle percevait dans leur regard une compréhension silencieuse, comme s'ils savaient qu'elle venait d'effectuer un pas immense, un pas qu'elle n'aurait jamais imaginé faire quelques mois plus tôt. Arrivée devant Ryder, elle inspira doucement. Il la regardait toujours, sans un mot, attendant son choix. Elle sentit alors une certitude grandir en elle, une certitude calme, profonde, qui n'avait rien à voir avec une impulsion ou une fuite. C'était une décision qu'elle avait longuement mûrie, un acte de liberté plus qu'un acte d'amour. Elle fit un pas de plus et ses doigts effleurèrent le casque qu'il tenait dans ses mains. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque solennelle. Elle passa son regard sur la colonne de moto, sur les buildings encore endormis, puis leva les yeux vers lui. « Oui », répondit-elle simplement, mais sa voix portait une force qu'elle ne s'était jamais connue. Ryder hocha la tête, lui tendit le casque et elle le prit avec douceur. Alors qu'elle le mettait, elle sentit un frisson la parcourir. Non pas de peur, mais d'une sorte d'exaltation nouvelle, d'une anticipation brûlante. Elle s'installa derrière lui. Ses mains se posèrent sur sa taille, naturellement, comme si elle n'avait jamais oublié ce geste. Elle sentit sous ses doigts la chaleur de son corps, la solidité de sa présence, mais surtout la promesse silencieuse de routes lointaines, de villes inconnues, de couchers de soleil et de nuits étoilées. Lorsque le moteur de sa moto rugit, un frémissement parcourut tout son être. Les autres moteurs suivirent, un par un, composant une symphonie profonde et vibrante qui semblait résonner jusque dans le sol de la place. La colonne entière s'aligna, prête à partir. Ryder tourna légèrement la tête vers elle, juste assez pour qu'elle voie son profil, pour qu'elle sente dans son regard une dernière question muette. Était-elle prête? La réponse naquit en elle naturellement, sans hésitation, sans peur. Elle serra un peu plus fort ses bras autour de lui et sourit, un sourire que personne n'avait jamais vu sur son visage auparavant, un sourire libre. Et alors, la colonne se mit en mouvement. Lentement d'abord, puis plus vite, jusqu'à ce que la ville disparaisse derrière eux,
remplacée par l'immensité de la route. Le vent fouetta son visage, apportant avec lui une sensation de renaissance. Les paysages défilaient, les arbres se changeaient en lignes floues, et le soleil montait à l'horizon, inondant la route d'une lumière dorée. Clara sentit une chaleur monter en elle, une chaleur douce, lumineuse, presque irréelle. Elle n'avait plus peur. Elle ne se souciait plus du scandale, des murmures, des colères, de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle ne se préoccupait plus de l'avenir non plus, ni des obstacles qui viendraient, ni des décisions qu'il faudrait encore prendre. À cet instant précis, tout était simple, tout était clair. Elle vivait, elle respirait, elle avançait. Et lorsque Ryder, au premier grand virage, tourna légèrement la tête, comme pour vérifier qu'elle était toujours là, elle sut exactement ce qu'il voulait dire sans qu'il n'ait besoin de parler. Était-elle prête pour la suite? Elle resserra son étreinte encore une fois, levant les yeux vers l'horizon infini qui s'ouvrait devant eux. Oui, elle était prête, prête à tout, prête à la route, à la liberté, à la vie qui l'attendait là-bas, quelque part au-delà des lignes blanches qui filaient sous leurs roues, prête à devenir enfin celle qu'elle avait toujours rêvé d'être, prête à ne plus jamais revenir en arrière, et ainsi, portée par le rugissement des moteurs et la promesse du monde qui s'étendait devant elle, Clara laissa derrière elle la femme qu'elle avait été, pour devenir la femme qu'elle choisissait enfin de devenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Regardez les prochaines vidéos, les dénouements X-Files sont encore plus importants. Partagez ce clip, qu'il soit vu par le plus grand nombre, et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez.